Retrouver. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui arrivent et qui se connectent. J'espère que vous m'entendez. Si vous pouvez juste nous faire signe comme quoi vous nous entendez bien avec des petits bonjours, des petits coucous, des pouces vers le haut. Alors moi, je suis Nicolas Vigneron. Je vais co-animer ce webinaire avec mon collègue Paul Marbach. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde, bonjour Peggy. Bonjour à tous. Et effectivement, nous avons la chance pour nous accompagner d'avoir Peggy Duvaux qui jouera le rôle de modérateur. Donc, elle va en milieu de webinaire et en toute fin de webinaire nous lire les questions auxquelles on va tenter de répondre au mieux. Alors, nous faisons partie du pôle relations employeurs de la CPM des Landes. Donc là, ce webinaire, il est élargi. Nous avons nos collègues de la Corrèze qui ont déployé les invitations. Donc, nous avons des employeurs corréziens et nous avons les employeurs également des Pyrénées-Atlantiques. Donc, le service employeur, c'est un service qui vous est totalement dédié. Nous sommes là pour vous accompagner dans l'utilisation des services en ligne et de la réglementation. Alors, pour un webinaire réussi, nous avons coupé vos micros afin d'éviter tous les bruits parasites. Pendant la présentation, je vous invite à poser toutes vos questions via l'onglet questions-réponses que vous avez en bas et pas par le chat, de manière à nous simplifier la remontée des questions. Durant le webinaire, nous aurons deux temps d'échange, un à la moitié du webinaire pour répondre à vos questions et à la fin également pour les nouvelles questions. La présentation n'excédera pas 1 heure et les éléments que nous allons développer vous seront envoyés par mail ainsi qu'un questionnaire de satisfaction. Donc, dans la mesure du possible, nous vous demanderons de nous le retourner dès que possible, de manière à ce que nous puissions à l'avenir nous améliorer dans la mesure du possible. Alors, on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, on va voir ensemble les points que nous allons aborder sur ce webinaire. Alors, il va y avoir 2 parties sur la présentation de ce webinaire. La première partie, ça va être les récentes évolutions concernant Net Entreprise. Donc, on va voir ensemble la modification au niveau des choix du risque que vous allez pouvoir apporter, la saisie des coordonnées bancaires également sur Net Entreprise, la modification de procédure concernant l'envoi des pièces jointes, et on va voir également la gestion d'une attestation de salaire suite à une nouvelle embauche. Donc là, après, nous ferons une pause pour les questions-réponses. Et dans la deuxième partie, nous allons voir tout ce qui a trait à la DSN. Donc, dans un premier temps, les simplifications à apporter à la DSN, que ce soit au niveau coordonnées bancaires, nouvelle embauche ou le choix du risque. Et également les nouveautés de la DSN, c'est-à-dire le signalement que vous faites par rapport à un dossier de risque professionnel, accident de travail ou maladie professionnelle, ce que ça engendre, et la nouveauté sur les absences autorisées. Merci Paul, je vois qu'on est 96 de connectés, donc on a une influence record pour nous. On va commencer, Paul, avec tout d'abord les évolutions liées à Net Entreprise. Alors, au préalable, il faut savoir qu'au niveau national, environ 70% des attestations de salaire sont générées via la DSN. Alors ça, c'est au niveau national. Au niveau régional, pour la Nouvelle-Aquitaine, on est sur un taux un petit peu plus bas. On est à 59% des attestations de salaire qui proviennent d'un flux DSN, pour une volumétrie totale au niveau de la Nouvelle-Aquitaine de 115 000 attestations de salaire par mois. Donc 115 000 DSN et Net Entreprise réunis. Alors effectivement, même si nous vous encourageons à utiliser au maximum la DSN, il existe encore quelques cas où il est nécessaire de s'orienter vers Net Entreprise. Par exemple, effectivement, pour un salarié pour lequel vous avez un historique insuffisant et effectivement, où avec la DSN, ça ne fonctionne pas. Alors, maintenant par rapport à Net Entreprise, rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez, la plateforme Net Entreprise est en constante amélioration afin que chaque employeur puisse réaliser leur démarche de manière la plus simple possible. Ça, c'est vraiment la volonté de Net Entreprise. La première chose qui change concerne le deuil de l'enfant. Malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie de vos salariés. Donc, cette prestation, elle est versée pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans à la charge totale ou partielle de l'assuré. Alors, à l'étape 2 de Net Entreprise, le congé de deuil d'enfant a été rajouté dans le choix du risque d'arrêt de travail. Vous aviez donc de façon classique maladie, maternité, paternité, accueil, et en toute fin, vous avez le congé de deuil qui a été rajouté. Sachez qu'au niveau de la DSN, aucun changement n'apparaît. En effet, c'était un choix qui était déjà disponible en tant que risque. Pour rappel, la durée d'un versement pour un congé de deuil est de 8 jours. Ce congé s'ajoute aux 7 jours d'absence autorisés par l'entreprise, ce qui nous fait un total
de 15 jours. Donc, si je résume, la page que vous avez à l'écran, à l'étape numéro 2, vous avez la possibilité, au niveau du choix du risque de l'arrêt de travail, de basculer sur congé de deuil de l'enfant, et c'est ce qui a été rajouté en toute fin de page. Lors de la saisie de la période de référence, du coup, quand vous serez passé aux étapes suivantes, vous allez déclarer les salaires réduits, comme pour un congé maternité ou paternité. Quand on parle de salaire réduit, on parle d'un salaire brut sur lequel on déduit 21%, donc on retombe sur du net. C'est exactement le même calcul que vous faites pour le congé paternité ou pour le congé maternité. Donc, je précise, le salaire réduit égale le salaire brut dans lequel on défale que 21%. Alors, à présent, nous allons aborder une nouvelle évolution concernant la subrogation. Quand vous demandez la subrogation, il est à présent obligatoire de renseigner à l'étape 6 l'IBAN de votre société, même s'il est déjà connu par nos services. Cette démarche, elle est obligatoire uniquement pour toute saisie sur Net Entreprise. Via la DSN, on y reviendra en deuxième partie, toutes ces informations sont paramétrées par votre logiciel et transmises de manière automatique. D'ailleurs, effectivement, Paul, comme tu disais, on va revenir tout à l'heure sur la DSN. Je précise que si les coordonnées bancaires apparaissent dans votre logiciel, donc dans le cas de la DSN, vous n'avez rien à faire. Si jamais elles n'apparaissent pas, ou si elles sont erronées, ou si vous avez modifié, là, dans ces cas-là, il faudra prendre contact avec votre éditeur pour qu'il modifie le paramétrage. Elles seront par la suite mises à jour dans nos bases de données. Merci, Nicolas, pour cette précision. Petit rappel de bonnes pratiques concernant les périodes de subrogation. Lorsque vous faites votre attestation de salaire sur Net Entreprise ou votre signalement d'événement via la DSN, pour tout arrêt initial, il faut indiquer la période maximale de subrogation prévue par votre convention collective. Alors, je dis bien période maximale de subrogation et ne faites pas par rapport à la période d'arrêt de travail de votre salarié. Comme ça, s'il y a une prolongation, vous n'avez pas d'autres documents à nous transmettre par la suite. Tout se fait de manière automatique. Alors, pareil, faites attention au niveau de votre logiciel de paye qui renseigne les dates de subrogation de manière automatique. Pensez bien à les vérifier avant l'envoi final. Alors, passons maintenant à la gestion des pièces justificatives. Il est aujourd'hui plus possible de joindre les documents à l'étape numéro 7, comme vous aviez l'habitude de le faire auparavant sur Net Entreprise. Depuis le 17 janvier, Net Entreprise ne permet plus cette fonctionnalité. Donc, à présent, l'envoi des pièces jointes, l'envoi des documents, se fera par une seule et unique adresse mail. Et ce, quel que soit le mode de transmission des attestations de salaire, que ce soit par le biais de Net Entreprise ou que ce soit par la DSN. Vous retrouverez sur Net Entreprise la liste complète des adresses mail de chaque CPAM correspondante. Par ailleurs, cette méthode, elle est simple et totalement sécurisée et le but, c'était qu'elle soit uniformisée. Pour qu'elle soit uniformisée, nous allons vous demander de respecter quelques consignes. Il va falloir faire apparaître dans l'objet du mail votre numéro de SIRET dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il va falloir que le nom de la pièce jointe indique le numéro de sécurité sociale du salarié qui est concerné. Ça, c'est la règle pour pouvoir envoyer des documents sur cette boîte aux lettres que vous allez avoir trouvé sur Net Entreprise. Donc, si on doit résumer, cette adresse mail, comme vous le voyez apparaître à l'écran, elle est en fonction de chaque caisse formulée de la même façon. Et je suis en train de l'entourer avec le curseur de la souris. Et sur le Net Entreprise, vous avez une base de connaissances qui vous permet d'avoir accès à la liste de toutes les caisses primaires d'assurance maladie. Alors, petite précision, Nicolas, par rapport à l'envoi des pièces jointes, seules les pièces utiles au traitement du dossier doivent être envoyées. Extrait d'acte de naissance ou formulaire de fractionnement, par exemple, pour un congé paternité. Sachez que cette procédure pour l'envoi de pièces jointes, elle est systématiquement intégrée à votre compte rendu final. Vous allez trouver un lien sur lequel vous pourrez cliquer directement qui vous orientera pour la suite de la démarche pour l'envoi de ces pièces jointes. Enfin, sachez, il est inutile de nous renvoyer un document qui a déjà été transmis précédemment. Par exemple, on va reprendre l'exemple d'un congé paternité d'un de vos salariés qui prend en 2 fois. À la première période du congé paternité, vous allez nous envoyer l'attestation de salaire et l'extrait d'acte de naissance. Pour la deuxième période de ce congé paternité, vous allez nous renvoyer une attestation de salaire. Il ne sera pas nécessaire
de nous faire parvenir à nouveau, effectivement, l'extrait d'acte de naissance, vu qu'on l'a déjà réceptionné précédemment. Donc, ce document, il ne sera pas, alors ça ne vous bloquera pas l'envoi, mais ça ne sera pas la peine de vous embêter à nous le renvoyer à nouveau. Merci Paul. On va aborder maintenant les évolutions concernant les saisies d'une nouvelle embauche sur Net Entreprise. Quand on parle de saisie de nouvelle embauche, c'est uniquement sur le versant assurance maladie, c'est-à-dire un arrêt de travail qui interviendrait à la suite d'une nouvelle embauche. Et on va avoir avec vous quelques cas bien précis. Alors, en cas d'une nouvelle embauche sur la période de référence, quand on parle de période de référence, c'est-à-dire au cours des 3 mois précédant la date d'arrêt de travail, le salaire est à rétablir uniquement sur le mois d'embauche. Nous vous demandons donc d'être vigilants sur cette saisie des 3 mois de référence. En revanche, il n'y a aucune nouveauté concernant la DSN. Les informations, elles redescendent automatiquement. Simplement, le salarié, si on doit résumer, le salarié, il a commencé il y a moins de 3 mois et il est en arrêt. Et là, par rapport à cette situation, on va voir 2 cas, 2 exemples possibles qui vont vous éclairer par rapport à ce que je viens de voir avec vous. Alors, donc dans l'exemple effectivement qu'on va voir, on va prendre le cas d'un de vos salariés qui est en arrêt de travail au mois de janvier. Donc, la période de référence que vous allez saisir ou que vous devrez saisir seront les 3 mois précédents, c'est-à-dire octobre, novembre et décembre. Premier exemple donc, que vous avez à l'écran, le salarié a été embauché le mois précédent son arrêt de travail. C'est-à-dire qu'on a une embauche, un arrêt de travail qui débute en janvier et une embauche au sein de votre entreprise au mois de décembre. Le salaire est donc saisi à 0 pour le ou les mois qui précèdent le mois de l'embauche. Donc, dans notre cas, effectivement, on va saisir un salaire à 0 pour octobre et novembre. Quand vous allez saisir 0, il faudra forcer cette saisie en confirmant la démarche lorsque vous cliquerez sur le bouton « Validation » en bout de ligne. Et on ne va rétablir le salaire que pour le mois de décembre, c'est-à-dire le mois de l'embauche. Donc, comme vous pouvez effectivement l'observer à l'image, on a un salaire rétabli. Donc, Nicolas, si tu peux l'entourer avec le curseur, on a un salaire rétabli pour le mois de décembre et on voit 2 lignes à 0 pour les 2 mois précédant la période de référence, c'est-à-dire octobre et novembre. Merci Nicolas pour cette intervention à l'écran. Donc, vous voyez 0, 0 et le salaire rétabli pour le mois de décembre. Effectivement, Paul, si on voit la rematérialisation donc de l'attestation de salaire, c'est ce que vous avez en tout bas de page. Vous voyez du coup que ce qui s'est reporté sur l'attestation de salaire est conforme à ce que vous avez renseigné. C'est-à-dire que les 2 premiers mois de référence sont à 0 et le dernier mois, le mois de décembre, celui qui est réellement travaillé, est celui-ci renseigné à hauteur de 2 000 euros. Donc ça, c'était le premier exemple. Merci Paul. On va voir maintenant un second exemple. Donc là, votre salarié, il a été embauché en début. Hop, je remets la bonne page, je m'en assure. Donc là, celui-là, votre salarié, il a été embauché en début de la période de référence. C'est-à-dire, prenons l'exemple, il a été embauché courant du mois d'octobre. Alors tout simplement, de manière logique, vous allez saisir le salaire rétabli pour le mois de l'embauche. Et comme à votre habitude, pour les 2 mois suivants, vous allez saisir les salaires réellement perçus. Nous voyons donc bien à l'écran que le salaire rétabli concerne que le premier mois et les salaires réellement perçus concernent les 2 mois suivants. Donc là, on a les 2 000 euros qui sont saisis pour la période du 1er au 30 novembre et on a les 2 000 euros réellement perçus pour la période du 1er décembre au 31 décembre. Et on a le salaire rétabli pour la période du 1er octobre au 31 octobre qui est le mois de l'embauche du salarié. Alors, tout cela est logique pour nous, Paul, c'est vrai. Maintenant, on va voir si vous avez des questions et c'est tout de suite qu'on va pouvoir le voir avec vous. Je vois que vous êtes allé dans l'onglet questions-réponses. Alors, pour l'instant, je visualise qu'une seule question. Alors, dans le cadre d'une absence maladie pour un salarié qui tombe malade le mois de son embauche, comment fait-on pour avoir les salaires sur les 3 mois précédents et ne pas avoir la DSN événementielle non utilisable? Alors là, peut-être je me permets, Nicolas, par rapport à ce cas-là, quand vous allez éditer votre attestation de salaire, effectivement, sur les 3 mois précédents, il n'y a pas effectivement de cas d'embauche parce que donc,
le cas d'embauche, et sur le mois identique à l'arrêt de travail. Mais donc là, tout simplement, en fait, vous allez faire, on va dire, une attestation de salaire avec 3 mois à zéro, tout simplement. Et nous, effectivement, après, on sera à même de prendre contact avec votre salarié pour lui demander des éléments salariales sur ces 3 mois précédents. Effectivement, s'il est certainement peut-être embauché dans une autre société, ou éventuellement, s'il était au Pôle emploi, nous, on récupère ces informations-là et on lui demandera des éléments de salaire précédent le Pôle emploi. Donc, vous gardez ce principe vous faites une attestation de salaire avec pas de salaire rétabli parce qu'il n'y a pas la possibilité de le faire. Donc, vous faites une attestation de salaire avec 3 mois à zéro. Par contre, ça va être utile parce que nous, qu'est-ce qu'on va se servir là-dessus, sur l'attestation de salaire, la date du dernier jour de travail, qu'on mettra en corrélation avec l'arrêt de travail de votre salarié. Et après, nous, on se met en relation avec lui de manière à effectuer l'indemnisation et d'étudier les droits à l'indemnisation également. Alors, il y a Catherine qui rebondit sur sa question. Alors, je vous remercierai, s'il vous plaît, de poser vos questions dans l'onglet questions-réponses et pas dans l'onglet discussion. L'intérêt de l'avoir dans l'onglet questions-réponses, c'est que nous, en toute fin de webinaire, ça nous permet de les recenser plus facilement. Elles sont rechargées directement par l'outil Zoom et ça nous permet de pouvoir y répondre et d'enrichir après le document qu'on vous envoie en toute fin de webinaire au courant de la semaine ou au plus tard début de semaine prochaine, qui sera enrichi de toutes ces questions-réponses. Catherine et Sonia rebondissaient sur le fait pourquoi le mois d'octobre est à zéro sur cet exemple-là, du cas d'une nouvelle embauche concernant le mois d'octobre. Alors, le salaire rétabli, alors le salaire réellement perçu est à zéro parce qu'il s'agit du mois de l'embauche du salarié. Par contre, le montant du salaire rétabli, lui, est renseigné à hauteur de 2 000 euros. Si votre question, elle porte sur le deuxième exemple qu'on vient de vous présenter, c'est la réponse que j'ai à apporter. Peut-être maintenant que cette question, elle porte sur le premier. Mais sur le premier, il est encore plus logique. Les deux périodes de référence, octobre et novembre, sont à zéro, car ils n'étaient pas dans l'entreprise à ce moment-là. Pas de salaire établi, parce que justement, c'est la modification. Le salaire est à rétablir uniquement le mois de l'embauche. Donc, j'espère répondre à Catherine et à Sonia. Alors, j'ai une deuxième question. Paul, ouvre grand tes oreilles. Doit-on corriger les salaires bruts versés avant l'arrêt de travail si ces derniers contiennent des régularisations des salaires antérieurs? Tu peux reformuler Alors, doit-on corriger les salaires bruts versés avant l'arrêt de travail si ces derniers concernent des régularisations de salaires antérieurs? Donc là, je pense que la question, c'est au niveau RH dans l'entreprise. Il y a eu des modifications de salaire ou des primes peut-être qui ont été versées ou des régularisations qui ont été effectuées sur les mois précédents. Moi, j'ai envie de vous dire, au moment où vous établissez l'attestation de salaire, vous avez connaissance des montants que vous avez versés sur les 3 mois précédant l'arrêt. Là, on n'est même pas dans le cadre d'un salaire rétabli. Vous avez donc connaissance des montants des 3 salaires que vous avez versés, vous déclarez ces 3 salaires. S'il y a une modification qui vient s'apporter dans le futur, avec une régularisation en faveur du salarié ou en défaveur d'ailleurs, il faudra dans ces cas-là nous faire une attestation de salaire rectificative pour que nous, on puisse calculer un nouveau gain journalier par rapport aux modifications qu'il y a eu sur les 3 mois de référence, en sa faveur ou en sa défaveur. J'espère répondre à cette question. J'en ai une autre qui vient d'Émilie. Donc, nous revenons vers vous au sujet de votre question sur le décompte des jours de congés payés par un salarié en mi-temps thérapeutique. Il convient de se reporter aux règles applicables aux salariés à temps partiel. Les salariés à temps partiel, je pense que ce n'est pas une question d'Émilie. Je pense que c'est une réponse qui est apportée. Ça doit être une consoeur au service employeur qui répond cette information-là. Votre salarié à temps partiel pour motif thérapeutique doit donc poser un jour de congé entier pour son absence, même si elle travaille seulement de 9 h à 12h30 cette journée. Du coup, on doit attendre le retour de vos décomptes d'indemnité journalière du salarié pour calculer le complément employeur. Bon, finalement, je pense que c'était une question d'employeur de la part d'Émilie. Cette question, compte tenu de la taille de la question, mérite qu'elle soit posée, qu'on y réponde plus précisément. Alors, Émilie, si vous voulez juste mettre vos coordonnées
mail. Un petit peu en dessous, ça nous permettrait de faire des recherches. Si vous êtes un employeur des Landes, on le traitera. Si vous êtes un employeur d'une autre région, on transmettra la demande à nos confrères pour qu'ils puissent vous accompagner. Mais bien sûr, on y répondra. Alors, on modifie sur la DSN. J'ai une question de Catherine par rapport à ça. Alors, comme Paul l'a expliqué, sur la DSN, les éléments, ils sont automatiquement chargés. C'est-à-dire que s'il y a des salaires antérieurs de la part du salarié, automatiquement, ils vont remonter. S'il n'y en a pas, automatiquement, ça va revenir à zéro. Alors, c'était peut-être par rapport aux régularisations postérieures. Ah, oui. Voilà. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il y a la possibilité de faire un signalement annulaire en place ou une attestation de salaire rectificatif sur notre entreprise. Mais si vous utilisez la DSN, vous faites le signalement annulaire en place comme vous avez l'habitude de le faire. Très bien. Alors, j'ai une autre question qui est, du coup, cela a un impact sur le calcul des indemnités journalières sécurité sociale. Effectivement, ça va avoir un impact. Alors, pour le calcul des indemnités journalières, on additionne les 3 mois de référence sur lesquels on fait une opération afin d'obtenir le montant de l'indemnité journalière. Si ces salaires si les mois ne sont pas travaillés, effectivement, du coup, on ne tiendra pas compte d'un éventuel salaire rétabli comme on le faisait auparavant. Donc, le montant de l'indemnité journalière sera impacté. Alors, Émilie dit, vous veuillez ne pas tenir compte de ce message. Je pense que c'était le long message qu'elle avait écrit. On l'étudiera quand même, hein. Et du coup, on doit attendre le retour des décomptes d'indemnité journalière du salarié pour calculer le complément employeur. Je pense que là, elle veut parler du cadre du temps partiel thérapeutique. C'est un cas très particulier où ce que je comprends, c'est que votre salarié est en temps partiel thérapeutique, donc son temps est aménagé. Vous voulez lui effectuer un maintien de salaire dans ce cadre de ce temps partiel thérapeutique et vous n'avez pas demandé la subrogation. C'est ce que je pense comprendre. C'est-à-dire que vous attendez qu'il ait perçu le montant de l'assurance maladie pour pouvoir le compléter et faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte de salaire. Si c'est bien ça que vous faites, moi j'ai envie de vous dire, pratiquez plutôt la subrogation, c'est-à-dire maintenez le salaire du salarié et percevez-vous les indemnités journalières de l'assurance maladie. Quoi qu'il arrive, la différence sera forcément le montant qu'on a payé. Et après, vous voyez avec la prévoyance pour la part employeur. Alors, on a une autre question. Donc, il faudra bien récupérer les bordereaux d'indemnités journalières des salariés pour le calcul de nos indemnités journalières, si nous ne devons plus reconstituer les salaires. Qu'est-ce que vous appelez par reconstituer les salaires? Est-ce que vous êtes sur un maintien de salaire ou autre? Il faudrait juste peut-être nous apporter une petite précision par rapport à ça. Donc, spectateur anonyme, à vous de jouer. En cas de paiement des congés par une caisse, les salaires doivent-ils être reconstitués dans les 3 mois de référence si présence d'absence pour congés payés? Alors, dans le motif du rétablissement du salaire, là, on évoque uniquement la nouvelle embauche, hein. Donc là, c'est uniquement ce cas-là. Lorsque vous rétablissez le salaire, il y a plusieurs raisons qui peuvent vous amener à rétablir le salaire, notamment les congés payés. Donc là, effectivement, vous pouvez continuer à rétablir le salaire. Peut-on déclarer un mi-temps thérapeutique sur la DSN? Excusez-moi. Cette fonctionnalité, elle n'est pas encore au point au niveau de la DSN. Elle est en cours de développement. Donc, pour tout ce qui est mi-temps, au niveau de la DSN, le signalement ne peut pas se faire à ce jour. Une évolution prochaine va vous permettre de le faire. D'accord? Donc là, nous-mêmes, on reviendra vers vous, où effectivement nos confrères de chaque caisse reviendront vers vous pour les employeurs hors des Landes. Et on vous guidera effectivement sur comment effectuer un signalement pour une période de mi-temps. Mais pour l'instant, effectivement, le temps partiel thérapeutique et la DSN, on va dire, ne font pas encore bon ménage. Donc, on ne peut pas encore s'appuyer dessus. Mais ça va venir. C'est une volonté, c'est une vraie volonté de pouvoir vous permettre de faire tout sur la DSN et non plus d'être obligé d'aller sur Net Entreprise et de faire vos démarches de façon plus manuelle.
Ce que je vous propose, c'est que là, on a évoqué les nouveautés de Net Entreprise, c'est de passer à la seconde partie de ce webinaire sur lequel on va vous présenter les évolutions liées plus à la DSN, même si beaucoup de questions ont été en rapport avec cette DSN. Et on aura un temps d'échange à la fin de ce deuxième pavé de présentation. Donc, pour Net Entreprise, c'est terminé. On va passer, comme a dit Nicolas, à l'aspect DSN. Donc, en parallèle de tous les sujets que nous avons abordés en première partie, nous allons voir qu'en DSN, l'ensemble de ces informations sont générées de manière automatique ou quasi automatique. Donc, si j'ai bien compris, Paul, tout est plus simple avec la DSN, c'est ça, c'est le but, hein. C'est le but, effectivement, Nicolas. On va prendre l'exemple de la subrogation, comme on l'a abordé précédemment. Au niveau de la DSN, donc vous n'êtes pas sans savoir que l'IBAN, les coordonnées bancaires, sont paramétrées par votre logiciel de paye. Donc, vous n'avez donc pas à le saisir de manière récurrente, comme sur Net Entreprise. Comme on l'a vu tout à l'heure, comme Nicolas l'a dit, si ces coordonnées bancaires sont enregistrées, tout va bien. Par contre, si vous voyez qu'à la saisie, elles ne sont pas enregistrées dans votre logiciel, vous devez les saisir. Et par contre, on vous invite, vous devez contacter votre éditeur de manière à ce qu'il puisse effectuer les mises à jour nécessaires, de manière à ce que, au prochain signalement que vous allez nous faire, ces données nous seront transmises et nous nous chargerons de mettre à jour automatiquement ces données dans nos données, oui, dans nos dossiers. Dans votre dossier. Donc, si j'ai bien compris, Paul, la différence entre Net Entreprise et la DSN, c'est que contrairement à Net Entreprise, sur la DSN, tout est automatique. Tout est automatique, sauf s'il y a changement ou absence de RIB que vous constatez, tout simplement. Par ailleurs, on a vu également la nouvelle embauche au niveau de Net Entreprise. Au niveau de la DSN, tout est transparent. Vous n'avez rien à faire lors de votre signalement, tout simplement. Après, ça rejoint une question qui a été formulée tout à l'heure. On dit que tout est transparent, mais est-ce que ça remonte, est-ce que ces informations remontent sur les attestations de salaire? Alors, c'est transparent effectivement tout simplement parce que le salaire établi redescend automatiquement pour le mois de l'embauche sur la DSN. Et s'il nous manque des mois antérieurs, comme on l'a vu tout à l'heure, les salaires manquants, ils sont également redescendus via les anciens contrats de travail de votre salarié par le passé. Donc là, on reprend la réponse qu'on a apportée à la question, c'est que concrètement, rien ne change pour la DSN. Effectivement, aucune nouveauté dans le cadre de la nouvelle embauche. Pareil, donc nous avons abordé le congé de deuil de l'enfant depuis Net Entreprise. Sur la DSN, aucune nouveauté. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez constaté, mais ce choix, effectivement, était déjà présent auparavant au niveau du choix du risque quand vous faisiez votre signalement. Alors, pour l'instant, effectivement, on dit qu'il n'y a pas de changement. Il y a quand même quelques nouveautés et nous allons les voir à présent avec Nicolas. Alors, pour être précis, Paul, il ne s'agit pas vraiment de nouveautés, mais de démarches simplifiées qui vont être apportées pour simplifier votre quotidien par rapport à la DSN. Alors, ce diaporama qu'on vous présente, il est relativement explicite. Ça vous montre quelques classiques concernant la DSN. Donc, un petit rappel concernant l'élaboration d'une attestation de salaire. Une attestation de salaire est reconstituée avec les informations issues du croisement entre votre DSN mensuel et le signalement d'événements que vous effectuez pour un arrêt de travail, par exemple. Ce document, ensuite, s'il possède toutes les informations nécessaires, permettra l'indemnisation de l'arrêt de travail, comme vous pouvez le voir. Alors, une simplification également dans vos démarches lorsque vous avez un salarié qui a un accident du travail. Auparavant, vous étiez obligé de faire 2 attestations de salaire. Une première attestation de salaire pour une indemnisation en maladie, le temps de l'étude de la reconnaissance de cet accident du travail, avec application des 3 jours de carence quand nous, on fait l'indemnisation, et une feuille une attestation de salaire donc, que vous deviez faire via Net Entreprise, ou par la DSN en signalement d'événements, pour un accident du travail. C'est-à-dire qu'il nous fallait ces 2 documents. Un document, donc l'attestation de salaire pour l'indemnisation provisoire au titre de la maladie, et une autre attestation de salaire pour une indemnisation au titre de l'accident du travail lorsque l'accident est reconnu. Dorénavant, un seul signalement générera les 2 attestations de salaire. C'est-à-dire qu'en un seul signalement,
automatiquement, au service indemnité journalière seront envoyés ces deux documents. On pourra faire un paiement provisoire aux salariés avec application des 3 jours de carence et sur une base maladie dans un premier temps. Et ensuite, on aura cette attestation de salaire qui sera générée automatiquement au titre de l'accident du travail pour une indemnisation, elle, au titre de l'AT. Donc, petite précision, Nicolas, donc si j'ai bien compris, c'est pas encore une démarche simplifiée, effectivement, avec la DSN, pour pouvoir déclencher un paiement provisoire en maladie. Mais au niveau de la régularisation, peut-être expliquer comment ça se passe? Alors, quand l'accident du travail il va être reconnu par le service risque professionnel, s'il l'est, on reprendra donc cette attestation de salaire au titre de l'accident du travail et on fera une régularisation du paiement des indemnités journalières. Donc, dans un premier temps, elles avaient été faites au titre de la maladie avec l'application d'un délai de carence. Eh bien, on reprendra ces indemnités journalières qui seront majorées au titre de l'accident du travail et on supprimera le délai de carence qui a été appliqué. Effectivement, comme vous pouvez le constater, c'est une démarche, en fait, une procédure qui va simplifier grandement les choses, que ce soit de votre côté ou aux côtés de votre salarié, si par cas il n'a pas de maintien de salaire. Effectivement, les salariés pouvaient être pénalisés du temps d'enquête, du temps d'étude de reconnaissance de l'accident du travail et être privés de ressources sur cette période-là. C'est quelque chose qui est solutionné sans qu'il ait à faire de démarche lui non plus et vous non plus. Alors, nouvelle évolution également au niveau de la DSN. Il y a eu l'ajout de l'item heure activité partielle dans la reconstitution des attestations de salaire. Par exemple, que ce soit pour un chômage total ou partiel. Maintenant, vous pouvez effectivement faire ce signalement. Il n'est donc plus nécessaire de se rendre sur Net Entreprise pour pouvoir avoir accès à cet item et faire cette démarche. Alors, on reviendra aux différentes questions que vous avez sur ces simplifications. À l'écran, c'est quelque chose qu'on présente depuis quelques webinaires maintenant. Ce sont les règles d'or qui vous permettent de faire un signalement, de faire une démarche et s'assurer que ça aille au bout. Quand je dis que ça aille au bout, c'est que de notre côté, il y a un traitement et qui ait besoin d'aucun document complémentaire et que de votre côté, vous n'ayez aucune démarche complémentaire également à effectuer. Et le but final, c'est que le salarié soit indemnisé. S'il n'y a pas subrogation, et s'il y a subrogation, c'est que ce soit vous. Alors, comme vous le voyez à l'écran, je vous invite on vous l'enverra après, hein, peut-être l'imprimer et le mettre dans votre bureau. Pour qu'une attestation de salaire soit réussie, j'effectue un signalement d'arrêt, quel que soit le nombre de jours d'arrêt de travail. En cas de prolongation d'arrêt, je ne fais pas de signalement d'arrêt. Si mon salarié enchaîne 2 arrêts de travail ayant un risque différent, à ce moment-là, je réalise un nouveau signalement d'arrêt. Si on est sur un premier signalement maladie et qu'après on passe sur de la maternité, par exemple, il faut 2 signalements. On réalise un signalement d'arrêt que si on a un historique suffisant de DSN mensuel. Alors, petit rappel, 3 mois pour un arrêt maladie, 12 mois pour un accident de travail. Si cet historique est insuffisant, ce qui est la majorité des rejets des attestations de salaire, à ce moment-là, vous faites une attestation de salaire sur Net Entreprise. La date de dernier jour de travail, c'est quelque chose qui vous pose question pour faire simple. Dans la majorité des cas, la date du dernier jour de travail, c'est la veille de l'arrêt. Dans mon logiciel, je renseigne toujours la date de fin prévisionnelle de l'arrêt de travail. Je ne réalise pas d'attestation de salaire pour une reprise de travail, sauf si la reprise est anticipée. Quand on dit anticipée, c'est que cette reprise intervient avant la fin de l'arrêt de travail prescrit par le médecin. Je renseigne la date de fin de subrogation en fonction de ma convention collective et non en fonction de la date de fin d'arrêt de travail. Et je consulte mon compte-rendu, comme on l'a vu sur une page précédente, je consulte mon compte-rendu, il y a des informations importantes communiquées par l'assurance maladie. Et en cas d'éléments erronés ou de modification de salaire a posteriori, comme on a eu le cas en question, je fais une attestation de salaire rectificative ou un signalement d'événement annulaire en place. Alors, voilà, c'est 10 règles d'or. On vous invite effectivement à vous en imprégner le plus possible de manière à limiter les rejets, mais que ce soit pour nous ou pour vous, même dans vos démarches, ça simplifiera effectivement le travail pour tout le monde. On va voir s'il y a de nouvelles questions peut-être.
Alors, on va remonter sur les questions. Vous avez répondu à la question tout à l'heure, merci. Je viens d'effectuer un signalement DSN d'absence à partir de mon logiciel de paie. Conjointement, j'ai effectué une déclaration sur Net Entreprise dans l'onglet versement d'indemnités journalières. Ai-je fait une erreur de repartir sur Net Entreprise et occasionner une double déclaration? Alors, une erreur, oui. Oui, parce que le service indemnité journalière va recevoir la rematérialisation de votre signalement DSN et va recevoir une attestation de salaire envoyée par Net Entreprise. Ils vont avoir ces deux documents pour peu que les informations soient complétées de la même façon. Le service va se questionner. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce qu'il s'agissait d'une attestation de salaire rectificative et il a oublié de le cocher? Donc, il va y avoir une question qui va être posée. Cette attestation de salaire ne pourra pas être traitée et fera l'objet d'un compte-rendu négatif sur lequel on vous demandera des précisions. Le but, quand vous êtes en DSN, c'est de ne toucher le moins possible à Net Entreprise uniquement si vous en êtes obligé dans quelques cas particuliers comme le temps partiel thérapeutique. Le but, c'est de procéder à la déclaration que sur l'un des deux outils. Vous êtes en DSN, donc utilisez que la DSN. Alors, on a une question. Pour le signalement DSN, les salaires payés par une caisse de congés payés sont-ils reconstitués automatiquement? J'ai envie de vous dire que ça dépend de votre logiciel. Il faut que vous voyez avec l'éditeur de votre logiciel si ces informations sont remontées automatiquement. Nous, on n'a pas de recul, on n'a pas de vision sur ça. Maintenant, le logiciel permet, oui, de le faire. Maintenant, par vérification, je vous inviterai à vous rapprocher de votre éditeur pour s'assurer que votre logiciel est paramétré comme tel. Alors, ouais, si vous apercevez effectivement que c'est pas le cas, donc faire la mise à jour au niveau de l'éditeur et éventuellement ne pas attendre, faire une attestation de salaire rectificatif sur Net Entreprise sur lequel effectivement vous déclarerez ces congés payés et vous utiliserez la procédure d'envoi de pièces justificatives si nécessaire également. Alors, on a une question qui tourne autour du temps partiel thérapeutique. C'est monsieur ou madame Sarabia qui tourne autour du temps partiel thérapeutique. Et si je dois raccourcir un petit peu le message que vous avez fait, qui est très bien détaillé, il s'agit d'un salarié qui est en temps partiel thérapeutique. Son médecin fait des certificats médicaux en maladie professionnelle et vous n'êtes pas spécialement au courant de cette maladie professionnelle et vous continuez d'établir des documents au titre de la maladie. Là, la démarche, elle incombe à votre salarié. Votre salarié doit, s'il est en maladie professionnelle, faire les démarches avec son médecin traitant pour déclarer cette maladie professionnelle auprès de l'assurance maladie. Ça, et vous en faire part également, bien sûr. Donc ça, ce sont des démarches que votre salarié doit faire auprès de l'assurance maladie. Ensuite, vous faites votre attestation de salaire, vous faites votre signalement d'événement avec les éléments que vous avez. Si votre salarié entame les démarches d'une reconnaissance de maladie professionnelle et que tout est carré de ces démarches médecin traitant jusqu'à l'assurance maladie, à ce moment-là, il faudra vous adapter au niveau des déclarations que vous faites. Cette maladie professionnelle va prendre du temps à être reconnue, les délais d'instruction sont longs, donc votre salarié continuera de profiter d'un montant d'indemnité journalière au titre de la maladie. Et si d'aventure sa maladie professionnelle venait à être reconnue, à ce moment-là, il faudrait que les attestations de salaire soient toutes en maladie professionnelle pour qu'il y ait une régularisation. Maintenant, un seul signalement d'événement génère les deux attestations. Donc, si votre salarié effectue les démarches clairement auprès de l'assurance maladie pour afficher sa volonté de demander la reconnaissance d'une maladie professionnelle, dans ces cas-là, vous vous alignerez sur les démarches qu'il fait avec l'assurance maladie. L'assurance maladie reviendra vers vous de toute façon en qualité d'employeur pour que vous puissiez nous préciser les mouvements répétés ou ce qui entraîne cette maladie professionnelle au sein de votre salarié. J'espère avoir été précis, un peu long peut-être, mais j'espère avoir été précis. Alors, avant, on calculait les indemnités journalières sécurité sociale sur le salaire perçu dans l'entreprise et les éventuels salaires rétablis. Donc, 3 mois divisé par 91,25, effectivement. Mais si le salarié n'a travaillé qu'un mois et qu'il y a 2 salaires rétablis à 0, comment seront calculées les indemnités journalières d'IGSS? Alors, elles seront toujours divisées par 91,25. S'il y a un salaire rétabli qui a été chargé, s'il y a un salaire qui a été chargé par une autre entreprise, on tiendra compte de ce salaire. S'il n'y en a pas, on divisera le seul mois travaillé par 91,25.
Donc, effectivement, ça a un impact. Voilà. Après, s'il n'y a pas de remontée automatique, nous, on prend quand même contact avec le salarié pour lui demander de nous Oui, envoyer les bien éléments de sûr. salaire sur la période des 3 Mm. mois, voire des 12 mois. Il Oui. peut y avoir une étude faite sur une période plus longue, Mm. de manière à ouvrir les droits aux indemnités journalières. Parce qu'on reste sur une base de 150 heures de travail pour ouvrir les droits aux indemnités journalières. Et si on ne les a pas sur ces 3 mois-là, Mm. on part sur les 12 mois, où là, on va rechercher 600 heures de travail sur les 12 mois, de manière à ouvrir les droits aux indemnités journalières. Après, là, voilà, j'ai juste envie de dire que vous effectuez votre signalement ou votre attestation de salaire, et après, c'est nous qui rentrons en contact avec votre salarié de manière à pouvoir étudier le dossier. Le but de l'opération, c'est pas de baisser le montant des indemnités journalières, hein. Le but de l'opération, toujours, c'est d'être au plus favorable du salarié, ou du moins que ça reflète un maximum la situation des 12 mois précédents. S'il y a eu du chômage, par exemple, on remontera au-delà du chômage. On fera en sorte toujours d'être le plus juste possible. Alors, on a une question, faut-il tout de même déclarer l'accident sur Net Entreprise? Effectivement, oui. Là, par contre, la démarche, elle ne peut pas être retirée. Il faut déclarer l'accident sur Net Entreprise, donc par l'onglet déclaration d'accident du travail, DAT, ça ne change pas. On a projet de faire un prochain webinaire, peut-être qu'il sera régional comme celui-ci, sur la déclaration d'accident du travail. Notre but, c'est vraiment de vous inciter un maximum de faire cette démarche via Net Entreprise et d'arrêter le papier ou de le réduire au maximum. La sécurisation des envois aujourd'hui, on le voit par toutes les simplifications qui sont faites sur Net Entreprise. La sécurisation, elle passe par les outils informatiques. Et par contre, l'attestation de salaire serait donc générée par la DSN. C'est bien cela. Effectivement, les deux attestations de salaire, maladie et accident du travail, vont être générées automatiquement par la DSN. Si vous n'êtes pas en DSN, il y en a quelques-uns, dans ces cas-là, il faudra faire deux attestations de salaire sur Net Entreprise, ça ne change pas. La date du dernier jour de travail et la veille, quelle que soit la situation du salarié, congé payé, absence autorisée ou non. Alors, ouais, je peux me permettre. Vas-y, Paul. Donc, effectivement, alors, on vous a dit qu'effectivement, en règle générale, la date du dernier jour de travail était la veille de l'arrêt. Alors, effectivement, c'est, on va dire, 95% des cas où c'est comme où ça se présente comme ça. Après, il peut y avoir des cas où, par exemple, je prends l'exemple d'aujourd'hui, votre salarié, il vient travailler ce matin, il ne se sent pas bien, donc il part chez le docteur à midi et effectivement, le médecin va lui faire un arrêt de travail à compter d'aujourd'hui. La date du dernier jour de travail que vous allez mettre, c'est aujourd'hui. Parce que toute journée commencée, alors qu'il soit resté une matinée, 1 heure ou 10 minutes, toute journée commencée, effectivement, est considérée comme travaillée. Donc nous, on prendra en compte la date du dernier jour de travail à aujourd'hui. Et cette journée-là, ce mardi, même s'il est resté qu'1 heure, nous, on ne la prendra pas en charge, ça restera à la charge de l'employeur. Pour les congés payés, la même chose. Les congés payés, que ce soit géré par une caisse de prévoyance ou par vous-même, nous, on va considérer ça comme s'il était dans votre entreprise. Donc, je vais prendre l'exemple, on est le 22 février, votre salarié, il est en congé, mais il tombe malade. La date du dernier jour de travail, vous allez mettre tout simplement la date de la veille de l'arrêt, parce qu'on considère que nous, en congé payé, il est en activité, entre guillemets, il est sous contrat chez vous. Donc, je pense que cette réponse a répondu à quelques questions que je vois à l'écran. Sonia a posé cette question-là. Donc, Sonia, effectivement, je vous confirme qu'une période de congé payé, comme vient de le dire Paul, est une période à la charge de l'employeur. Donc, on ne fait pas de distinction. C'est considéré pour nous comme étant travaillé à partir du moment où c'est à la charge. On avait une question sur le salarié à travailler le matin. Donc là, tu y as répondu, Paul. Ensuite, on a Audrey qui pose la question, pourquoi faire une attestation de salaire s'il y a moins de 3 jours d'arrêt? Parce que au tout départ, on ne sait pas s'il est possible qu'il y ait une éventuelle prolongation qui soit faite à l'issue de ces 3 jours. Donc, ça vous permettrait, sans tarder, de faire le signalement d'événement ou de faire l'attestation de salaire et ça permettrait un traitement plus rapide derrière.
si jamais il venait y avoir une indemnisation. Il y a également des arrêts de travail qui durent moins de 3 jours qui peuvent être indemnisés dans le cadre d'une affection de longue durée, par exemple. Donc, ça permet d'éviter de se poser toutes ces questions-là. Finalement, à chaque fois, faites un signalement d'arrêt. Si ça venait être prolongé, tant mieux. Le paiement il sera fait sans qu'aucune démarche complémentaire soit effectuée. Et si le travail reprend au 4e jour, c'est une démarche qui sera faite. Alors, une cliente m'informe qu'en cas d'embauche, la CPM verse directement les indemnités journalières aux salariés malgré le signalement DSN fait en subrogation. A priori, elle a eu un coup de fil de la CPM, qu'en est-il? Alors là, on est sur quelque chose qui est à la marge. Qu'est-ce qui s'est produit? Je ne sais pas. Une anomalie de traitement, une attestation de salaire qui n'était pas correctement complétée. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il faudrait avoir le dossier sous les yeux. Là, je vous invite et on va mettre les coordonnées d'ailleurs à l'écran, à vous rapprocher des différents numéros de téléphone qui vous sont disponibles pour pouvoir faire un point concret sur ce dossier-là. Si on établit une DSN événementielle pour un salarié embauché le mois précédent, il n'y a pas 3 mois d'historique, devons-nous faire une rectificative sur Net Entreprise? Alors, ouais, comme on vous a expliqué tout à l'heure, quand vous faites votre signalement, effectivement, le mois précédent, donc c'est-à-dire le mois d'embauche, il remonte automatiquement au niveau salarial. Donc, nous, on va avoir le salaire rétabli. Et effectivement, pour les 2 premiers mois de la période de référence, vous ne faites rien. Donc, c'est-à-dire que vous faites votre signalement classique. Si votre salarié, il était embauché dans une autre entreprise avant, nous, ces informations-là, elles vont remonter automatiquement. Donc, on en aura connaissance. Si par cas, on ne les a pas, donc de la même manière, on prendra contact avec le salarié pour lui demander si, oui ou non, effectivement, il avait une activité salariale et de nous faire parvenir les bulletins de salaire pour la période demandée, que ce soit pour les 3 mois ou s'il était au Pôle emploi, par exemple, on va lui demander des bulletins de salaire précédant la période de Pôle emploi qui est neutralisée, en fait, si vous voulez, dans le calcul, tout simplement. Donc, vous, uniquement le signalement, même dans le cas de la nouvelle embauche, vous faites ça et après, effectivement, nous, on prend le relais derrière s'il nous manque des informations, tout simplement. Effectivement, Paul, il est possible qu'il y ait un compte-rendu qui parle d'un historique insuffisant. C'était peut-être le but de votre question à la holding Pédaré. Si jamais il venait y avoir un compte-rendu historique insuffisant, dans ces cas-là, il faut se rapprocher du salarié ou il faut se rapprocher de la caisse primaire d'assurance maladie, évoquer avec eux le possible salaire rétabli qui se serait généré automatiquement par la DSN et voir les informations complémentaires ou les démarches à faire. Vous pouvez également nous solliciter par mail. Chaque conseiller employeur de chaque département possède une adresse email. Nous, c'est quelque chose qu'on a déjà communiqué à nos employeurs landais. Voyez avec vos conseillers employeurs localement s'ils peuvent vous accompagner sur ces démarches-là. Alors, on a une question sur la date du dernier jour de travail. Le dernier jour de travail peut-il être un dimanche? Un exemple, l'arrêt débute le lundi. C'est effectivement une possibilité. Ça peut. Ouais, ça peut. Alors après, on prend l'exemple, effectivement, si un arrêt de travail va débuter un lundi, si vous mettez le dimanche, ça sera très bien. Si vous mettez le vendredi, nous, on s'adapte. On sait très bien qu'effectivement, en général, le samedi et le dimanche, la majorité des salariés ne travaillent pas, sauf dans le milieu, dans le commerce. Donc, si vous mettez le vendredi, l'arrêt sera quand même pris en compte, effectivement. De toute façon, ça ne changera rien. Si vous mettez le vendredi, le samedi et le dimanche ne seront pas pris en compte pour l'indemnisation, étant donné que l'arrêt de travail débute le lundi. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous mettez le dimanche, c'est très bien. Si vous mettez le vendredi, c'est pas grave, ça fonctionnera quand même. Après, le but de cette date de dernier jour de travail, vraiment, et ça le reflète là sur cet onglet questions-réponses, ça vous pose question. Cette date de dernier jour de travail, elle vous pose question. Ce qu'il faut se dire, c'est que le seul but pour nous, l'assurance maladie, c'est de savoir si le salarié a mis les pieds dans l'entreprise le matin du jour de l'arrêt de travail. C'est juste ça. S'il a travaillé, on est aujourd'hui mardi, s'il a travaillé aujourd'hui mardi, que son arrêt commence aujourd'hui mardi, dans ces cas-là, les 3 jours de carence débuteront dès demain. Aujourd'hui était une journée à la charge de l'employeur. Si on est aujourd'hui mardi, que son arrêt débute mardi et que sa date de dernier jour de travail est hier,
Dans ces cas-là, vous allez noter la date du dernier jour de travail le lundi, et les 3 jours de carence commenceront à partir d'aujourd'hui. En fait, cette date de dernier jour de travail, elle nous permet de savoir quand on applique la carence. Concrètement, on l'applique dès le premier jour de l'arrêt, ou on l'applique au lendemain. On veut savoir s'il a mis les pieds dans l'entreprise le jour de la prescription d'arrêt de travail. Après, peut-être dans votre tête, dites-vous dernier jour de travail ou dernier jour indemnisé par l'entreprise. Voilà. Voilà. Et un dimanche est considéré comme étant indemnisé par l'entreprise, même s'il est chômé. Comment lire un compte-rendu CPM lorsqu'il y a plusieurs arrêts concernant le même salarié? Alors, dans le compte-rendu, il doit y avoir un maximum d'informations. Maintenant, si pour vous, des questions subsistent par rapport aux informations qui sont notées sur le compte-rendu, comme on le voyait tout à l'heure, il y a une adresse mail générique qui est notée sur le compte-rendu. Rien ne vous empêche de solliciter l'assurance maladie. Alors, aujourd'hui, on est impacté au niveau de nos délais de traitement, compte tenu de la situation sanitaire et le nombre d'arrêts de travail qu'on a subis ces dernières semaines, ces derniers jours. Donc, il y a du temps pour répondre, effectivement, mais quelqu'un prendra le temps de traiter cette question et vous apporter les informations qui vous manquent. En cas de subrogation, quel est le délai d'indemnisation? Comment retrouver le détail et à quel moment? Le délai d'indemnisation dépend de la qualité du signalement que vous avez fait. Si le signalement est correctement fait et que votre caisse primaire est relativement à jour au niveau de ses délais de traitement, l'indemnisation peut être très rapide. S'il manque une information et qu'il y a une intervention manuelle qui doit être faite par un agent, dans ces cas-là, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et vous dire un délai, c'est très compliqué. Quel est le délai d'indemnisation? Ce n'est pas quelque chose auquel je peux vous répondre. Si tout est correctement complété, c'est rapide. S'il manque un document, si ça demande une attestation de rectificatif, si ça demande l'action d'un agent d'indemnité journalière, ça peut prendre plus de temps. Alors, dans la fonction publique territoriale, pour les agents du régime général, doit-on à nouveau établir une attestation de salaire manuellement via Net Entreprise, car l'envoi DSN ne fonctionnait plus en 2021? Alors, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas encore résolu. Lorsque vous faites les démarches pour un salarié du régime général dans votre collectivité, vous avez toujours ce message d'erreur. Nous avons remonté, nous, l'information à l'échelon national et pour l'instant, aucune solution nous a été apportée. Donc, le seul contournement qu'on peut vous apporter, c'est effectivement d'aller sur Net Entreprise. Alors, on a un exemple de Madame Sandy Maté qui dit « Quand l'agent est en arrêt sur 2 mois, la collectivité maintient le traitement 1 mois à plein traitement et 1 mois demi-traitement. Doit-on faire une subrogation pour chaque période ?» Moi, j'ai envie de vous dire oui. J'ai envie de vous dire que vous devez faire une subrogation. Donc, sur le premier mois, c'est évident. Vous maintenez le salaire à plein traitement. Donc, vous percevez les indemnités journalières de l'assurance maladie donc, qui correspondent à 50% de son salaire brut. Et vous reversez la différence pour avoir un maintien total de son salaire. Et le mois demi-traitement, ben, finalement, ce demi-traitement correspondrait aux 50% du salaire brut que verse l'assurance maladie. Donc, le choix il vous appartient. Soit vous continuez de percevoir les indemnités journalières, vous, en tant que collectivité, et vous les reversez telles quelles sans appliquer un complément, ou alors vous vous cantonnez en période de subrogation au premier mois, et dès le premier jour suivant, on versera les indemnités journalières à l'assuré, donc à hauteur de la moitié de son salaire brut. Alors, en cas d'accident du travail, je fais la DSN AT. D'habitude, je fais aussi une déclaration d'accident du travail sur Net Entreprise. Y a-t-il du changement? Là-dessus, on a répondu tout à l'heure. Le signalement que vous allez faire donc, en DSN AT va générer 2 attestations de salaire, une en maladie et une en accident du travail, mais vous aurez toujours l'obligation, dans un délai de 48 heures après avoir eu connaissance des faits, d'aller sur Net Entreprise et de procéder à la déclaration d'accident du travail. Alors, un salarié affilié à la MSA travaille dans une entreprise au régime général. Le salarié est malade. À qui devons-nous adresser l'attestation de salaire? Oui. Après, le salarié est affilié à la MSA et travaille dans une entreprise du régime général. Déjà, il faudrait peut-être que ce salarié prenne contact avec l'assurance maladie pour qu'on puisse faire le point sur sa situation, parce que s'il travaille dans une entreprise qui cotise
au régime général, donc à l'URSSAF, dans ces cas-là, il devrait dépendre de nous. Après, il est possible effectivement qu'il ait deux activités, une activité agricole Oui. Prioritaire, Oui. une activité au niveau du régime général. Là, dans ce cas-là, nous, on va prendre en charge la partie pour le régime général. Tout ce qui est attrait à son activité agricole, nous, on ne va pas le prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières. Donc, effectivement, la partie qui revient au niveau de l'assurance maladie, de la CPAM, ça devra nous être adressé de manière à ce que nous, on traite uniquement la partie du régime général. Tout à fait. Alors, merci Paul. Si le salarié, alors on commence à arriver aux 1 heure de webinaire. On s'était promis de ne pas excéder 1 heure. Donc on va faire sur les 3 dernières minutes. Paul, peut-être je te laisse présenter les numéros de téléphone qui sont à l'écran et je vais regarder les questions auxquelles la réponse pourrait être Oui. utile sur ce qu'on a Alors, au présenté. niveau des coordonnées utiles, alors tout ça, on vous l'enverra, ce support. Donc, vous avez le site internet amélie.fr, rubrique entreprise, où vous pourrez retrouver des informations. Après, par rapport à notre entreprise, vous avez ce qu'on appelle une MOOC. Alors, c'est un terme anglais, donc ça veut dire Massive Open Online Courses. Donc, effectivement, ça ne va pas vous orienter quand je vous dis ça. Sachez juste que effectivement c'est un site, une plateforme où vous avez énormément de petits tutoriels en vidéo qui sont accessibles à tous de manière à vous montrer des exemples pour comment faire des déclarations ou autres. Donc ça peut vous aider de la même façon que vous allez trouver, on trouve des petites vidéos explicatives sur YouTube. Donc là, vous avez tout ça en ligne. Vous avez également une base de connaissances, donc net-entreprise au pluriel.costhelp.com. Donc là également, effectivement, vous pourrez faire des recherches qui peuvent vous aider. Après, au niveau des contacts téléphoniques, pour tout ce qui a trait à Net Entreprise, vous avez le numéro de téléphone sous vos yeux, qui est le 0820 000 516. Et pour le suivi de vos dossiers en particulier, vous avez le 3679, où là où quand vous appelez, vous allez être orienté effectivement au niveau d'un serveur. Pour tout ce qui est réglementation ou suivi d'un arrêt de travail, ça sera le choix 1 que vous devrez faire. Donc ça, on vous l'explique. Ou tout ce qui est effectivement l'aide au niveau des téléservices de l'assurance maladie, c'est le choix 2 que vous devrez faire. Voilà, et vous aurez effectivement un conseiller qui sera en mesure de vous aider. Après, vous avez également vos conseillers informatiques services dans chaque département avec qui vous avez relation, qui sont là effectivement pour vous aider. Comme nous, on est là effectivement avec Nicolas et Anne et Peggy pour vous aider effectivement au quotidien. Très bien, merci Paul. Alors juste, j'ai parcouru et ce qu'on va faire, c'est que on va recenser chacune des questions et on va mettre à jour un question-réponse qu'on vous enverra au plus tard, début de semaine prochaine, dans lequel, j'espère que vous m'entendez toujours. Donc la vidéo a coupé. Est-ce que vous me voyez? Oui, je l'espère. Alors, je pense que c'est parce qu'on est arrivé au-delà des 1 heure. Il y avait une question de Perrine, donc je disais qu'on va répondre à chacune des questions du mieux possible pour que vous puissiez donc avoir réponse à toutes ces interrogations. Perrine nous demandait où est-ce qu'elle récupère les adresses mail des caisses primaires d'assurance maladie. Dans le support qu'on va vous adresser, on va vous mettre un lien direct sur lequel vous allez cliquer, qui vous ouvrira directement la base de connaissances dans laquelle figurera toutes les adresses mail. J'espère que vous me voyez, j'espère que vous m'entendez. Et on va vous remercier de votre présence, on va vous remercier de votre assiduité. Un webinaire réussi, comme on l'a dit au début, c'est un webinaire où il n'y a pas de bruit parasite, mais là, il n'y a pas eu de bruit parasite, mais il y a eu beaucoup d'interrogations qui ont permis du coup de faire vivre ce qu'on vous a présenté. J'espère que ça vous a été utile. On représente ce webinaire dès jeudi matin à 11 heures. Donc pour ceux qui auraient la volonté de nous revoir, vous pouvez venir avec plaisir. Et voilà, merci. Voilà, on vous souhaite une bonne journée puis un bon appétit. Merci à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.